Bienvenue sur Ici Écho. Le débat se poursuit toujours autour de la responsabilité d'avoir entraîné le Liban dans une nouvelle guerre qu'il a de nouveau fait passer d'une dynamique de relance à une logique de gestion de crise, avec des moyens limités qui pourraient ne plus être disponibles si cette crise devait se prolonger. Le Liban traverse actuellement une phase transitoire avant un arrêt complet de la guerre, que ce soit à travers un règlement immédiat ou une solution durable. Il vit une situation particulière que l'on peut qualifier de gestion de crise, consistant à tenter de maintenir la stabilité et de contrôler la situation dans la limite des capacités disponibles, afin d'éviter tout dérapage ou perte de contrôle. Bien que la stabilité monétaire demeure relativement préservée jusqu'à aujourd'hui, la prolongation de la guerre et ses effets représentent de sérieux risques pour la situation financière et monétaire, ainsi que pour la stabilité du taux de change de la livre libanaise face au dollar. L'État étant contraint d'augmenter ses dépenses aussi bien en livres qu'en dollars. Dans ce cas, parler de maîtrise de la situation financière dépasserait les capacités disponibles. Les indicateurs actuels reflètent un modèle fondé sur le contrôle de la masse monétaire, une utilisation encadrée des réserves et le recyclage des dollars à l'intérieur du marché. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Fouad Mekhoul, qui est le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des entreprises libanaises, MIDEL. Toujours un plaisir de vous recevoir. Pareil, Maurice, toujours un plaisir de te voir et un grand salut à tous nos amis de ici Beyrouth. Pour commencer, à partir de quel moment peut-on considérer que nous sommes réellement entrés dans une phase de danger monétaire? Écoute, c'est une question qui fait sourire et pleurer en même temps. Nous sommes dans un danger monétaire, économique dramatique. Il ne faut pas oublier que nous ne sortons pas encore, nous sommes encore dans une guerre qui s'est un peu accalmie, mais une guerre dramatique dont on n'était pas préparé et où le Liban a perdu, je dirais, toutes ses forces de résilience économique et monétaire. Je dis qu'aujourd'hui, non, évidemment, qu'il y a de très, très, très grands dangers. On a des problèmes sur la masse monétaire, on a des problèmes sur les liquidités, que ce soit en livres libanaises ou en dollars, et je suis prêt à l'expliquer. On a un grand problème sur la croissance, sur le PIB qui déjà était en baisse, et bien sûr sur la balance des paiements. Je peux te dire non, les grands dangers économiques sont en train de toucher le Liban. On s'attendait à une saison estivale, j'espère qu'il va reprendre, mais qui n'est pas la saison estivale qu'on s'attendait pour 2026 et qui ne va pas être même comparable à la saison estivale de 2025 qui a rapporté au Trésor entre 3 et 5 milliards de dollars. On n'a pas d'investissement, on n'a pas de vision et on est encore dans des risques de guerre qui peuvent reprendre sur la capitale à tout moment. Donc oui, les dangers sont très grands, les risques monétaires sont grands. Le gouverneur de la Banque centrale fait le mieux avec ce qu'il a. Je dis le mieux avec ce qu'il a parce qu'il n'a pas énormément d'outils. Et je redis que les gros problèmes aujourd'hui dont fait face la Banque centrale et dont on va faire face, c'est les problèmes de liquidité, surtout en dollars frais. Parce qu'on a deux problèmes. Si tu veux que je rentre dans le sujet directement, je peux expliquer sur la masse monétaire. Mais vous voulez me dire que la prolongation de la guerre risque de faire voler en éclats la stabilité monétaire? Écoute, je ne vais pas dire risque de faire voler en éclats, mais de faire de très très grandes pressions et des dangers, oui. Parmi les conséquences financières de la guerre actuelle figure la baisse des recettes du trésor public qui ont diminué jusqu'à présent de 40%, malgré les revenus issus de la hausse officielle du prix de bidons d'essence destinés à financer l'augmentation des salaires des militaires. Ainsi, le budget 2026 initialement fortement axé sur la fiscalité a vu ses orientations et ses calculs profondément modifiés depuis le déclenchement de la guerre en raison de l'augmentation des dépenses publiques pour faire face aux répercussions sociales du conflit, parallèlement à la baisse des revenus de l'État. Donc les recettes publiques ont atteint environ 450 millions de dollars en avril contre des prévisions de 700 millions de dollars. Elles sont également baissées d'environ 20% par rapport à avril 2025 et inférieures de près de 40% au niveau attendu. Quel est le danger de la poursuite de cette baisse des recettes alors qu'elle constitue un élément essentiel pour le paiement des salaires et traitement du secteur public? Écoute Maurice, si nous revenons juste quelques semaines avant la guerre, il ne faut pas oublier que le gouvernement avait décidé de hausser les taxes pour payer une augmentation d'environ entre 6 et 9 points au salaire public, qui était une décision dramatique.
parce que nous avons haussé le bidon d'essence de 300 000 livres, on a haussé les taxes, donc on a poussé à une inflation automatique. Donc on a donné peut-être d'une main à certains employés du public et on a pris beaucoup plus aux mêmes personnes d'une autre main 4 fois plus. Donc ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait une stabilité monétaire. C'était une décision hâtive, rapide et très mal étudiée. Et malheureusement, elle s'est évaporée immédiatement par l'inflation, pour ne pas dire qu'elle s'est complètement évaporée par la suite de la guerre et autres. Donc on a fait des pressions fiscales sur la population, sur les entreprises privées, sans augmenter les recettes une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois qu'on augmente les taxes sans augmenter les recettes. On sait très bien que quand on augmente les taxes douanières, on n'augmente pas les recettes, mais on augmente la contrebande. C'est exactement le même cercle vicieux où nous sommes et où l'État est. Donc on a un très grave problème de balance et d'équilibre sur l'État parce qu'en plus de leurs dépenses, ils ont eu quand même 1 300 000 réfugiés avec une crise sociale. Et ce que je dis, et j'aimerais dire que peut-être le plus grand danger dont on fait face aujourd'hui n'est pas uniquement la reprise de la guerre, mais moi je pense que l'explosion sociale peut être beaucoup plus grave qu'une reprise de la guerre parce que l'explosion sociale peut avoir des effets extrêmement néfastes sur toutes les entreprises. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'État ? L'État, d'où venaient ces rentrées? L'État venait rentrer du contribuable et venait des entreprises privées. Bon, le contribuable, une grande partie, on va parler du Sud ou autres, bon, évidemment, ne peut plus payer. Donc, toutes les rentrées qui venaient du Sud Liban, que ce soit du contribuable ou des entreprises, ils ne vont plus les voir. D'autre part, ils se rabattent sur les entreprises privées qui ont une bonne gouvernance, je dis, mais qui peinent évidemment, qui ont fait face à une guerre et qui peinent un peu à reprendre la croissance. Donc aujourd'hui, on a une pression énorme qui se fait. On a vu que la TVA n'a pas été reportée, que les inspecteurs fiscaux font des pressions énormes. Sur qui? Sur les entreprises transparentes. Sur le secteur privé. Sur le secteur privé, mais je dis bien sur le secteur privé transparent, qui a une bonne gouvernance. Légale. Qui était en train d'investir, qui est en train d'employer. Donc ils font fuir ce qui reste des investisseurs et des entreprises, je dirais, privées, pour laisser une fois de plus une grande place pour la contrebande. Le grand problème, Maurice, c'est que peut-être il y a une intention de combattre, je dirais, la corruption et la contrebande, mais je peux te dire qu'on est 10 fois plus que ce que nous étions avant. Parce qu'aujourd'hui... Comment écoute, ce n'est pas une histoire de comment. La contrebande, elle augmente, elle ne descend pas. Aujourd'hui, l'économie non légale, elle augmente beaucoup plus que l'autre. Et qui paye le prix? Le prix, le contribuable qui est correct, les entreprises qui sont transparentes. Donc je peux te dire que non, selon l'État... le ministre des Finances, Monsieur Yassine Jaber, qui à chaque fois insiste sur les mesures qui ont été prises au niveau de combattre cette contrebande. Écoute, je veux bien, mais tu sais très bien que l'économie noire participe à l'économie. Et aujourd'hui, je peux te dire que l'économie noire, on n'a pas des chiffres parce qu'on est encore en 2026, mais on sait, et toutes les personnes qui m'écoutent, qu'aujourd'hui, pour faire sortir un container aujourd'hui du port et autres, ce que tu vas payer, il y a des prix, hein, il y a des prix sur combien de jours, etc., pour ne pas payer le stockage et autres. Donc, malheureusement, il y a peut-être de bonnes intentions, donc je ne veux pas mettre aucun doigt d'inculpation sur qui que ce soit, mais au bas de l'échelle, non, on est comme on était, pour ne pas dire beaucoup plus, parce qu'il y a une crise sociale, et la crise sociale, certains doivent fermer les yeux. Et encore une fois, on revient sur une division partisane, parce que sur chaque endroit, c'est des partis politiques, pour ne pas dire sectaires et autres. Donc je peux dire qu'on est très loin d'un équilibre fiscal qui est normal. Toutes les expectations du gouvernement qui étaient fausses déjà et erronées au départ, n'ont pas lieu. On a un trou fiscal qui est en train de s'agrandir. Et je redis et je réinsiste que le grand risque d'une explosion sociale est grand, parce qu'encore une fois, les réfugiés, qu'ils aient choisi ou pas, ont perdu leur travail, ont perdu leur rentrée, ont perdu leur famille. Et quelque part, ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester sans le Sud Liban, on ne peut pas rester sur une économie aussi fragile. Et encore une fois, je redis, la période estivale qu'on attendait énormément. Tu sais, les grandes périodes de vacances sont extrêmement importantes. Je parle du Eid musulman, les deux Pâques maronites et orthodoxes, suivis par l'été. Aujourd'hui, toutes ces fêtes étaient en pleine guerre. Donc, on a perdu énormément de rentrées touristiques. Et jusqu'à cet instant, je peux dire que la plupart des grands événements prévus pour l'été ont été annulés. C'est difficile d'ajourner parce que quand c'est prévu en été, tu ne peux pas le faire en automne. Donc, annulé. Il en reste certains, mais une grande partie, évidemment, par manque de stabilité, a été annulée. Bon, on va recevoir les Libanais qui attendent la minute pour venir voir leurs parents et autres. Cela ne fait pas du tourisme. Mais cela, exactement, ne fait pas du tourisme, ne fait pas de l'investissement, ne fait pas de la croissance qui était importante. Donc, il faut voir comment s'effritent l'un après l'autre nos secteurs.
On a un secteur bancaire encore qui n'a pas revu le jour, qui est extrêmement important pour l'économie, pour la reprise de l'économie. On avait un secteur sur lequel on s'est tous rabattus, qui est le secteur touristique. Ben, il a pris un coup extrêmement fort sur la deuxième guerre de 2026, parce que déjà en 2024, ce n'était pas facile, suivi par 2026. Et bien sûr, les autres secteurs, je vais parler du secteur de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, il fait face aussi à de grandes pressions sur le détroit d'Ormuz, sur les exportations, sur les coûts de production. Donc, vous voulez dire qu'on fait face à un grand problème au niveau de la balance de paiement? Un très grand problème de la balance des paiements qui se répercute directement sur les flux de capitaux et sur la liquidité en dollars. Alors, je vais parler un peu de la liquidité. Si vous permettez, mais juste pour dire que le paiement des dépôts en livres libanaises pousse les contribuables à vendre leurs dollars, ce qui crée une offre supplémentaire sur le marché dont profite la Banque du Liban pour renforcer ses réserves. Cependant, avec le ralentissement de l'activité économique, les recettes diminuent. Pour résumer, les avoirs de la Banque du Liban en devises étrangères ont enregistré une hausse nette d'environ 372 millions de dollars entre avril 2025 et avril 2026, passant de 11 milliards 60 millions de dollars à 11 milliards 430 millions de dollars. À noter que les avoirs en devises avaient augmenté d'environ 888 millions de dollars entre avril 2020 et fin janvier 2026. Toutefois, les réserves en devises de la Banque du Liban ont diminué de 516 millions de dollars durant les mois de février, mars et avril 2026, soit d'environ 4,5% des avoirs en devises étrangères pour s'établir à environ 11 milliards 430 millions de dollars en raison, selon la Banque centrale, des développements géopolitiques qui ont entraîné un ralentissement relatif du rythme d'achat des devises étrangères par la Banque du Liban, ainsi que ses interventions sur le marché. La Banque du Liban peut-elle continuer? C'est ça la question. Est-ce que la Banque du Liban peut continuer à couvrir ses engagements mensuels, notamment ceux liés aux circulaires 166, 158, dont le coût mensuel est proche de 220 millions de dollars, ainsi que les 260 millions de dollars destinés à couvrir les paiements du secteur public? Alors, allons un peu en détail. Tu as donné les chiffres, mais je vais expliquer, en tout cas à toutes les personnes qui nous écoutent, un peu d'abord les pressions sur la livre libanaise, les risques de dévaluation s'il y a encore des risques, et la liquidité en dollars. Aujourd'hui, sur la livre libanaise, qu'on le veuille ou pas, on est devenu un pays dollarisé à plus de 90%. Donc, même les salaires qui sont en livre libanaise, ben, ils sont en dollars, qui sont ensuite transformés en livre libanaise au taux de 89 500. Donc, nous sommes dollarisés à 90%. Pourquoi je dis dollarisé à 90%? Parce que tout ce qui est paiement d'État se fait en livre libanaise. Mais encore une fois, ben, vous avez l'échangeur au port des ministères. Ben, vous venez avec vos dollars, vous allez changer. En fin de compte, c'est la Banque centrale qui va reprendre ces dollars. Donc, exactement, si on a encore certains paiements en livre libanaise, c'est pour que la Banque centrale puisse ramasser une partie des dollars. Pourquoi je ne vois pas qu'il y a un grand risque aujourd'hui sur la livre libanaise? Parce que le gouverneur et la Banque centrale a retiré une grande partie des liquidités en livre libanaise. Donc aujourd'hui, les joueurs sur les fonds, je dis les joueurs, les money makers, ce qu'on appelle, ben, n'ont plus vraiment de grands fonds en livre libanaise puisque la Banque centrale les a retirés. Pas de risque de spéculation. Jusqu'à maintenant, je vais dire pourquoi. Parce que en circulation aujourd'hui, nous avons environ l'équivalent d'un 750 millions de dollars environ, donc entre 700 et 800 millions de dollars. Donc en livre libanaise, on est à peu près 63 000 milliards. Exactement. Donc, on était à peu près 80 000 milliards. Voilà, donc ils peuvent retirer ces livres libanaises pour empêcher la spéculation. Mais le problème n'est pas au niveau de la livre libanaise. J'arrive au dollar, mais je vais continuer sur la spéculation pour aussi se rappeler des souvenirs assez sombres que la spéculation, quand elle s'est faite, c'est quand on avait aussi les applications, qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui était derrière les applications, comment ça fonctionnait. Vous êtes sûr qu'on ne sait pas qui Bon, peut-être je ne vais pas le dire, mais bon, ce n'est pas directement parce que c'est à l'État. C'est clair. Mais je pense que c'est on sait très bien qu'il a profité du marché noir, de l'économie je veux parallèle. dire qu'il y avait des applications qui étaient libres de travail. Je dis, encore une fois, je suis économiste, je ne suis pas investigateur, mais on a évidemment nos idées. Mais encore une fois, qui jouaient avec ce marché, qui jouaient pour faire des bénéfices à tous les niveaux, ce qui n'est pas le cas et qui ne reviendra pas. Donc, des spéculations directes sur la livre libanaise, maintenant, à court terme, nous ne les voyons pas. Ça peut arriver. Parce que la masse monétaire en livre libanaise a été retirée. Est bien limitée. Revenons sur les dollars. Donc, il faut dire que l'apport en dollars à la Banque centrale était acceptable, en tout cas était acceptable sur la dernière période, parce que nous savons que la Banque centrale a ses ressources, que ce soit avec certains changeurs légaux, on redit, ou d'autres, où ils peuvent ramasser des dollars, et c'est avec ces dollars qu'ils pouvaient remettre la liquidité sur la livre libanaise. Ces dollars, ils venaient d'où?
Ces dollars venaient de l'économie normale qui commençait à retravailler, venaient du tourisme, venaient de certains secteurs qui travaillaient. Donc ces dollars venaient d'une économie légale qui fonctionnait, mais venaient aussi d'une certaine économie noire dont on ne savait pas, donc qui venait d'une économie noire, de certains financements plus ou moins gris, mais qui arrivaient de façon locale. Je ne parle pas de blanchiment côté Banque centrale, mais de dollars qui arrivaient de façon non légale sur le Liban, qui pouvaient venir de plusieurs façons. Donc si nous regardons aujourd'hui ce qui s'est passé, aujourd'hui avec la guerre, la croissance est tombée, l'investissement est tombé, donc les dollars qui venaient du secteur privé ou du mouvement économique, on va dire, ils sont à 50% pour ne pas dire plus. Donc déjà, l'apport en dollars ou en devises qui venait du secteur privé, de l'économie de la croissance ne sont plus là. L'apport qui venait aussi de l'économie noire, on va dire l'économie noire qui aurait pu être drogue, financement du terrorisme et autres, on les retrouvait dans le marché ou transactions immobilières, aussi ceux-là sont tombés. Donc si on va un peu tourner que les personnes ou les pays qui injectaient, je dirais, cette liquidité, qui arrivaient quelque part sur le marché, ils n'ont moins de liquidité. Donc si on cherche un peu plus, donc c'est vrai que la Banque centrale a des problèmes de liquidité en dollars américains. Donc si, je dirais, ce gel économique se poursuit, quand je dis gel économique, c'est au niveau local, au niveau investissement, reprise, croissance, mais aussi régional. Parce que ces dollars, ils venaient aussi des émigrés libanais. Il ne faut pas dire que les transferts des émigrés libanais, qui étaient environ dans les 7 milliards, ils avaient un poids très lourd sur les recettes. Au Golfe. Donc aujourd'hui, exactement entre ce qui se passe au Golfe et autres, aujourd'hui, les rapatriements de fonds qui viennent des expatriés libanais est aussi en baisse. Donc en conclusion, oui, il y a de très grandes pressions, beaucoup plus sur le dollar que sur la livre libanaise de la Banque centrale. La Banque centrale arrive jusqu'à aujourd'hui à maintenir les livres libanaises avec, je dirais, un flux de capitaux en livres et en liquidités qui est moindre, ce qui empêche la fluctuation, je dis bien à court terme. Mais en dollars, si nous continuons de cette façon avec des grandes pressions, oui, évidemment qu'il peut y avoir des problèmes de liquidité sur la circulaire 166, 158. Et je vais ajouter un petit point parce que je sais que tout le monde m'entend sur ça. Il faut faire aussi attention sur les 100 000 dollars qui étaient promis. C'est ça, nous allons en parler de ces 100 000. Mais aujourd'hui, contrôler la masse monétaire en livres libanaise. En contrepartie, pas de dollars. Et on continue à recycler les dollars en circulation pour pouvoir les attirer vers la Banque centrale. Ces montants qui restent à la Banque centrale sont-ils suffisants pour couvrir les besoins essentiels dans les circonstances actuelles? Je vais dire à court terme, oui. À court terme, oui, parce qu'encore une fois, j'ai redit qu'aujourd'hui, toutes les taxes, la TVA, tout ce que l'État devait reprendre en livres libanaises, ils les ont maintenus. Pourquoi ils les ont maintenus? Comme tu as très bien dit, pour obliger les personnes à vendre leurs dollars. Donc, ces dollars-là vont revenir à la Banque centrale. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais à court terme, je pense que la Banque centrale pourrait. Mais si on continue à moyen terme, je dirais non, parce que cette liquidité n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisante ni pour payer les circulaires 166 et 158, et ni suffisant pour payer, je dirais, les importations, les importations en médicaments et autres. Il ne faut pas oublier qu'on a de pétrole, etc. Donc il y a de très grandes pressions. Je pense que le gouverneur, je redis, fait de son mieux avec ce qu'il a. Mais encore une fois, tout ça est lié au gel économique. Le gel économique, le manque d'investissement, le manque de croissance, mais tout ça, on va les retrouver quelque part. C'est ça que, je dirais, ceux qui décident de la guerre et de la paix ne voient pas. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de grande vision économique et autres. Et ça, c'est toute la population libanaise qui le paye très cher. Nous allons parler de la politique, mais juste pour rappeler aussi que la masse monétaire en livres libanaises s'élève actuellement à peu près à 63 000 milliards de livres libanaises, soit l'équivalent de 730 millions de dollars. Et elle continue de diminuer par rapport à des niveaux antérieurs ayant atteint les 80 000 milliards de livres libanaises. Cette baisse d'environ 17 000 milliards de livres libanaises signifie une diminution de la capacité de spéculation sur le dollar, ce qui réduit par conséquent la pression sur le taux de change demeurait relativement stable jusqu'à un nouvel ordre certainement. Mais vous avez bien mentionné le plan des 100 000 dollars. Qu'est-ce qui reste de ce plan? Écoute, très honnêtement, je ne vois pas du tout un projet très clair sur le GAPLO. Parce que comme tout le monde sait, la reprise ou la restructuration bancaire est divisée en deux. C'est une partie la restructuration bancaire qui est plus ou moins à des petits changements aujourd'hui, au tiraillement de la Banque centrale, le Conseil des ministres et le Parlement. Mais cette loi pourrait passer. Mais aujourd'hui, le GAPLO. Pourquoi je dis le GAPLO? Parce que finalement, ce GAPLO, cette perte de 70 milliards, doit être divisée en trois parties. Qui sont les trois parties?
parties. Je rappelle que c'est l'État, c'est une partie les banques et une partie le contribuable. Aujourd'hui, l'État, je pense entre l'État et la Banque centrale, ils n'ont plus malheureusement la liquidité de financer aujourd'hui ce plan. Bon, les banques étaient supposées avoir une reprise parce que les banques, s'ils vont payer leur partie, c'est sur la reprise bancaire, sur la reprise de certains crédits et autres. Donc aujourd'hui, avec le gel et la guerre qu'il y a eu, je doute que les banques aient assez de liquidités aujourd'hui pour couvrir ces 100 000. Donc aujourd'hui, on se rabat une fois de plus sur le contribuable ou sur le déposant qui, une fois de plus, je m'excuse de dire, a non seulement perdu ses fonds, mais aussi a perdu la valeur de ses fonds. Parce que même ces 100 000 $, on va dire qu'ils sont payés, mais la valeur de ces 100 000 a perdu sa valeur. Déjà, le dollar a perdu plus que 30% si on regarde de 2019 à aujourd'hui. Donc le déposant, finalement, il perd ses fonds, mais aussi il perd leur valeur. Donc aujourd'hui, les plans de 100 000, ce qui est certain, c'est que ça ne sera pas pour 2026. On est encore en pleine guerre, il n'y aura pas de liquidité. Si on parle de 2027, encore une fois, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais le problème de liquidité touche évidemment toutes les institutions, l'État, la Banque centrale, les banques, et malheureusement, une fois de plus, le déposant, il paye un prix extrêmement lourd. Il ne faut pas oublier, j'avais parlé avec toi sur ce plan qui était relié aux élections. Bon, on ne va plus mettre le point des élections parce que les élections ont été repoussées de 2 ans. Donc sans doute, ça va être ce Parlement actuel qui va faire passer ces lois, parce que la grande question, c'était que ce Parlement, s'il y avait élection, on n'allait pas prendre le risque. Donc il parlait on parlait d'ajourner, ça c'est bien avant la guerre. Bon, ils ont trouvé, je dirais, le bouc émissaire où tout le monde s'est rattaché avec le discours. Donc tout le monde était d'accord sur l'ajournement des élections de 2 ans. Donc c'est ce Parlement, je le dis avec un petit sourire, qui va travailler sur la loi de la restructuration bancaire ou de GAPLO, mais qui, à mon humble avis, va être repoussé pour 2027 et non 2026 avec ces gros problèmes que nous avons. Donc on repousse une fois de plus l'échéance. Quand je dis 2027, c'est-à-dire 8 ans après la plus grande crise économique et sociale. C'est dramatique. 8 ans. Ce n'est plus 1, 2, 3, c'est 8 ans. Donc c'est une nouvelle normale. Ce n'est plus une gestion de risque ni une gestion de crise. C'est la nouvelle normale dramatique. Les revendications des fonctionnaires et des enseignants sont légitimes et ne peuvent être niées. Toutefois, le gouvernement fait face à un déficit financier qui l'empêche de remplir ses engagements alors que les recettes de l'État ont chuté en raison de l'arrêt de nombreuses activités économiques et de la persistance de l'évasion fiscale, des charges supplémentaires liées au dossier des déplacés, ainsi que des coûts de la guerre qui ont aggravé la crise et infligé à l'État un choc financier sévère et sans précédent. Comment répondre aux revendications du secteur public, des enseignants, sans retomber dans une nouvelle grille de salaire et des traitements qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques dans le contexte monétaire et économique? Écoute, Maurice, je suis obligé d'être extrêmement réaliste et transparent sur ce point. Oui, les demandes sont légitimes. Oui, les salaires du secteur public sont bas. Oui, évidemment, ils n'ont plus de niveau de vie. On a un niveau de pauvreté énorme. Donc tout ça, on est d'accord. Je le dis pour que je ne me fasse pas attaquer demain sur ces points. Mais attends, revenons sur notre secteur public. Est-ce qu'on a un secteur public fonctionnel? Est-ce qu'on a un secteur public aujourd'hui qui travaille réellement? Un secteur public productif? Écoute, un secteur public qui pèse plus que 300 000 personnes aujourd'hui, sans aucune restructuration, dont on sait très bien tous que ce n'est plus un sujet, que la moitié ne savent même pas où ils travaillent, alors que d'autres ont 2 ou 3 ou 4 salaires. On a certains qui ont des salaires et vivent en dehors du Liban. Alors aujourd'hui, oui, les demandes sont légitimes, mais aujourd'hui, augmenter 1 cent au secteur public sans une restructuration extrêmement claire, sans un audit vraiment clair. On a des ministères vides, et les personnes qui m'écoutent le savent. On va dans un ministère où il n'y a personne qui travaille. Les seuls ministères qui sont surpeuplés, c'est eux où on a des pots de vin, ou ceux où on peut avoir des facilitations de paiement. Et je ne vais pas les nommer pour ne pas mettre des points d'accusation. Donc aujourd'hui, très honnêtement, avant une restructuration du secteur public réel, avant une remise, et je dis, il y a des employés du secteur public qui méritent 3 et 4 fois leur salaire, pas une augmentation, 3 et 4 fois, et les personnes vraiment transparentes dont on a besoin. Mais on a une grande partie, je m'excuse de le dire, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé. On sait que l'employabilité au secteur public s'est faite comment? Elle s'est faite de façon sectaire, elle s'est faite de façon religieuse, elle s'est faite sur des partis politiques. Je dis la plus grande partie. C'est vrai qu'on a, et encore une fois, je n'aime pas mettre tout le monde dans un seul panier, mais aujourd'hui, chaque fois qu'on a eu une augmentation du secteur
public, ni on a augmenté la productivité, ni l'efficacité. On a aujourd'hui un cadastre qui est encore fermé. Peut-être ce qui rapporte à l'État. On parlait toujours de restructuration de ce secteur. Tu sais, Maurice, moi, je donne toujours un exemple, ou souvent on me rappelle sur l'exemple de ce qui s'est passé en Grèce. Bon, évidemment, la Grèce aujourd'hui, tu la connais bien, c'est reprise en moins de 5 ans. La première chose qui s'est passée en Grèce, c'est qu'ils ont divisé le nombre de fonctionnaires de moitié quand ils ont fait la restructuration. Et ceux qu'ils ont gardés, ils ont divisé leur salaire de moitié, et c'est ensuite qu'ils ont refait et qu'ils ont rebâti le point. On est obligé de reprendre. Le secteur public est une gangrène à l'économie libanaise. Et je redis ça en pesant mes mots. Et je redis ça avec beaucoup de respect. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le même panier, mais malheureusement, augmenter une fois de plus ces salaires de façon comme ça, arbitraire, pour tout le monde, tout en mettant les personnes qui méritent ou les personnes qui vivent de la contrebande. Une question extrêmement honnête et transparente. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute pense combien sont le pourcentage des employés du secteur public qui vivent de leur salaire? Mais la plus grande partie ne rentre pas pour le salaire. Ils rentrent pour ceux qui vont avoir à côté, qui va être 10 ou 20 ou 30 ou 40 fois. Et les postes clés dans le secteur public, où on peut avoir des plus, sont pris par des partis politiques, par des partis sectaires ou autres. Donc encore une fois, oui, les demandes sont légitimes, mais encore une fois, faire payer aux contribuables, aux entreprises, aux investisseurs pour payer encore plus la corruption, on est en train de s'engouffrer encore plus. Et je redis, cette augmentation fictive qui s'est faite sur les 300 000 d'essence et sur l'augmentation de taxes n'a servi strictement à rien que d'augmenter l'inflation. Et l'inflation est payée par toute la population libanaise. Donc c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, mais il faut une fois pour toutes tenir le taureau par les cornes et dire, bon voilà, on restructure, voilà les personnes. On a 300 000 personnes, moi je pense qu'on peut être très bien fonctionnel à 150 000. Mais aujourd'hui, d'augmenter des salaires pour une institution non productive et non efficace, c'est un grand non en lettres majuscules. L'économie s'impose plus que jamais comme l'un des principaux fronts de confrontation quotidienne en temps de guerre. Les conditions de vie des citoyens devient encore une bataille, tandis que de nombreux secteurs subissent des dommages importants et que la facture des pertes directes continue de s'accumuler. Il existe toujours cette corrélation entre politique et économie. Comment sortir de cette impasse au niveau politique et non économique? Regarde, au niveau politique, tu sais que ce n'est pas un secret, je suis économiste et non politicien, mais la politique, c'est des élections. On a quand même un système encore plus ou moins démocratique. Mais au niveau géopolitique, mais aujourd'hui, voilà, alors j'arrive sur la géopolitique, mais au niveau politique local, malheureusement, c'est les mêmes qui nous gouvernent depuis 30 ans, c'est les mêmes partis de la même façon. Donc les personnes responsables, je dirais, de la guerre civile, les personnes responsables de la plus grande crise économique et sociale du monde, les personnes plus ou moins responsables de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont toujours au pouvoir. Les personnes qui veulent combattre la corruption et qui rentrent sur les plus grands plateaux, au niveau local, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de gérer la crise économique. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, oui, c'est relié, mais si on s'attend des réformes et une reprise de ces mêmes personnes, de ces mêmes partis, le résultat ne va pas être mieux que ce qu'il a été sur les dernières 30 années. Mais au niveau de la décision géopolitique, au niveau géopolitique, regarde, on a de très grands changements qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, nous savons, ce n'est pas un secret, qu'il y a des négociations extrêmement claires entre les États-Unis et l'Iran, et c'est des négociations qui vont bien plus loin que l'armement, c'est des négociations économiques sur le détroit d'Ormuz. J'aime toujours rappeler qu'aujourd'hui, les pressions qui se passent sur l'Iran, c'est beaucoup plus que les pressions. Peut-être l'Iran s'attendait d'attaques sur son nucléaire, sur ses armes et autres qui ont été faites, mais je pense qu'aujourd'hui, la grande bombe nucléaire qui a été lancée, et j'appelle ça une bombe nucléaire économique, c'est, je dirais, pas la fermeture uniquement, mais aujourd'hui, ce qui se passe sur le blocus sur le détroit d'Ormuz. Parce que ça, c'est, si tu veux, l'artère principale de l'Iran, que ce soit économique, social et monétaire. Plus de 90% des rentrées d'Iran, c'est du détroit d'Ormuz. Et encore une fois, les rentrées d'Iran viennent des puits de pétrole et de gaz. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec la fermeture du détroit sur quelques semaines, aujourd'hui, toutes les capacités aujourd'hui de stockage sont finies. Donc, ce qui peut pousser à la fermeture de certains puits. Quand on dit fermeture ou à l'assèchement, c'est extrêmement grave pour l'Iran sur les 10 à 20 prochaines années, parce que tu sais qu'il n'y aura plus personne pour forer ou pour avoir ces puits. Donc aujourd'hui, la grande bombe économique, c'est le blocus sur Hormuz. Alors ça, il ne faut pas oublier que l'Iran,
avait un apport direct économique sur le Liban. Certainement. Alors on va parler sur la reconstruction de 2006. Oui, ce n'est pas un secret. L'Iran a aidé certains partis sur 2006. Et son C'est financement vrai pour que, le Hezbollah. c'est vrai que le financement, les dollars iraniens ou irakiens, on les retrouvait de temps en temps sur le Liban. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a payé un prix extrêmement lourd. Mais ça, ce n'est pas prêt à le revoir. Donc ça, la force iranienne, que ce soit militaire, mais spécifiquement en gaz et en rentrée, vont être extrêmement durs sur le Liban et les partis qui en profitaient. 30 secondes. Quelle est votre position au niveau des négociations libano-israéliennes et de l'impact de ces négociations au niveau économique libanais? Écoute, je vais être extrêmement clair sur ce point, sur les 30 secondes. Moi, je suis économiste et je pense que le Liban, être toujours en état de guerre, ne peut plus continuer. Aujourd'hui, on a perdu toutes nos forces de résilience et autres. Ce n'y a plus de tabou. Il ne faut pas parler. Oui, Israël est un ennemi. Oui, Israël, c'est vrai. Donc vous mais soutenez la position du président de la République? Évidemment que je soutiens pleinement la position du président libanais. Je pense qu'il faudrait même encore plus loin sur ça. Moi, je pense que tous les Libanais, surtout les Libanais du Sud, ont le droit de reconstruire leur maison, mais pour de bon cette fois. On peut reconstruire notre économie. On a le droit de vivre en paix. Je dis bien de vivre en paix. Ça ne veut pas dire qu'on va être les meilleurs amis du monde. Ça ne veut pas dire qu'on aura des échanges commerciaux pour demain. Ça prendra peut-être du temps. Peut-être c'est pas de en nous. Économie, mais dire par paix, contre, c'est dire... alors dire paix, c'est dire stabilité, c'est dire vision, c'est dire rebâtir la confiance. Si on ne faisons pas sur ça, c'est pas uniquement il faut pas paix. avoir peur. Si on ne va pas sur ça, on va sur des destructions encore plus grandes et un pays qui ne pourra plus exister ni économiquement ni socialement. Donc aujourd'hui, je pense que enterrer la hache de guerre, c'est le moment ou jamais de le faire pour vivre en paix, pour ramener une partie de nos enfants. Je dis une partie de nos enfants. Et je le redis, je le fais contre personne. C'est un droit. Et on a vu en tout cas les guerres où ils nous ont menés. Et une fois de plus, je pense que les guerres nous ont fait perdre nos enfants, les enfants du Sud et une partie du territoire. Les guerres nous ont rien rapporté. Et je clôture à dire que c'est des guerres des autres sur notre territoire, une fois de plus. Et à chaque fois, c'est nous qui payons la facture. Exactement. Bien voilà, professeur Fouad Zmekhoul, vous êtes doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des entreprises libanaises MIDEL. Toujours un plaisir de vous recevoir. Pareil, Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.